Bienvenue dans CEO sans filtre. Je suis ravie de lancer avec vous cette nouvelle série d'émissions sur notre chaîne YouTube pour interviewer les CEO de notre domaine d'activité sans filtre. Je suis Élise de la société J'affiche complet, également du rendez-vous des pros de la location saisonnière. Bienvenue sur notre chaîne YouTube et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sébastien Grosjean. Hello Sébastien, comment vas-tu ? Bonjour Élise, très bien, merci. Merci à toi d'être avec nous et ça me fait hyper plaisir de pouvoir ouvrir cette série de vidéos avec toi. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Sébastien, tu es le fondateur et dirigeant de BookingSync qui est maintenant Smiley depuis près de 15 ans. Tu es aussi loueur saisonnier, tu as des villas en Grèce, tu me disais tout à l'heure que tu en as encore 10 en construction, donc c'est assez massif. Tu es, du coup, je crois, à ta 13e société, donc on ne se parle pas d'un coup d'essai, hein, c'est vraiment l'entrepreneuriat, tu as ça dans le sang. Tu as même, tu me disais, jamais été salarié en réalité. Et puis, il y a d'autres activités que tu fais, par exemple, être membre du board connectivité chez Booking.com, qui existe depuis 2019 et tu es membre depuis 2019. Et là, tu as été réélu pour 2 ans pour continuer à prendre part avec quelques entreprises triées sur le volet qui font partie de ce board connectivité. Donc, merci infiniment d'être avec moi pour cet échange qui va être un échange vraiment, comme le nom l'indique, sans filtre. On en a beaucoup ri ensemble, mais tu vas voir, j'ai beaucoup de questions à te poser sur plusieurs aspects. L'ambition aussi, et je profite de cette première pour en parler, l'ambition, elle est réellement de pouvoir donner à échanger sur l'entrepreneuriat en lui-même, sur les entrepreneurs, mettre en lumière les parcours, mettre en lumière aussi la réalité de l'entrepreneuriat dans le domaine de la location saisonnière, avoir ces échanges sans filtre parce que l'image publique des sociétés peut parfois laisser cette impression en tant qu'entrepreneur qu'on est le seul à galérer, que en fait c'est facile pour tout le monde et que soi-même qui sommes en train de créer une conciergerie, un gîte, une activité de sous-location professionnelle, on est tout seul à galérer. La réalité, c'est que non. Donc, encore une fois, merci infiniment d'être là. La première question que j'ai envie de te poser, c'est 13 sociétés. Est-ce que c'était que de la location saisonnière ? Déjà, un grand merci Élise pour cette opportunité. Et vraiment ravi de partager sur ce genre de sujet parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, comme tu l'as compris, me passionne. J'ai toujours vécu ça. Et à la fois, je pense qu'il y a encore beaucoup plus de contenu à partager, surtout pour les gens qui commencent, qui se lancent. Parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, très loin d'être un long fleuve tranquille. Et ouais, pour venir à 13 sociétés, donc pas que dans la location saisonnière pour le coup. Il y a de la partie construction, il y a achat-revente de terrain, donc purement presque, j'ai envie de dire, agence IMO. Il y a de la partie construction, donc là, travail avec architecte, design, ainsi de suite, jusqu'à le gros œuvre et à faire ça. Donc ça, c'est plus l'activité, on va dire, de mes parents, mais sur lequel je suis quand même beaucoup impliqué depuis que je suis tout petit. Ouais. Même déjà, je crois que j'ai revu des photos à 5 ans ou des choses comme ça, planter des clous pour faire des faux plafonds, des choses comme ça. Mais voilà, donc dans certains cas aussi, moi, des structures dans ces choses-là. Après, location, mise en location. Donc ça va de société en tant que propriétaire, société en tant que gestion de parc locatif. Ça va avec des sociétés qui n'ont rien à voir avec ça, vu que techniquement, sur ces 13 sociétés, elles sont aussi sur 4 pays différents. Ah oui. Où elles ont été, parce qu'il y en a pas mal qui ont été soit revendues, soit fermées aussi. Mais donc, ça va de gestion d'activités, transport, aéroport ou autre en Asie, basé à Singapour, mais avec les gros marchés comme Malaisie, Thaïlande, Bali, à quelque chose qui est plus la médecine alternative ailleurs. C'est dans des sujets assez divers et variés finalement. Ok, intéressant. Alors pour démarrer, je voulais qu'on parle ensemble d'un sujet qui est quasiment personnel. Alors je crois que c'est quelque chose dont tu parles publiquement, puisque moi je l'ai découvert dans l'une des présentations que tu avais fait dans un événement. Je ne sais plus, c'est un événement des collègues, si c'était le Scale ou le CLF. Tu parlais de difficultés à titre personnel que tu avais su surmonter. Moi, ça m'intéresse qu'on rentre ensemble dans ta tête pour démarrer et que tu nous dises, dans une difficulté de la vie comme celle-ci, et tu en parleras ou non selon ton souhait, mais ce qui m'intéresse que tu puisses nous relayer, c'est comment, dans sa tête, on trouve la force de surpasser des difficultés énormes comme celle-ci et d'aller par la suite dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que ça nourrit en fait en entrepreneuriat, le fait de dépasser des difficultés énormes dans sa vie personnelle ? Là, on est clairement sans filtre.
C'est officiel. C'était le programme. On est en plein dedans. N'hésite pas à me dire s'il y a des questions. Ouais, non, mais ravi Ouais. d'en parler. Hein, c'est ce que je t'ai dit. Je pense que même c'est difficile d'en parler. Ça demande d'oser être vulnérable et risquer la critique ou quoi que ce soit. Mais au final, je pense que c'est très important parce que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de mes collègues entrepreneurs, finalement, on a tous nos challenges. Et quelle que soit la taille du challenge, au final, on s'en fout parce que l'important, c'est comment on le perçoit. Et c'est ça qui compte, en fait. Ouais. Maintenant, pour ce retour d'expérience et donc aller creuser un petit peu plus dans ma tête, voilà, il y a maintenant donc 6 juin 2023, donc 6 ou 9 pour le coup, plus vraiment sûr de la date, mais quelque chose comme ça. Donc là, c'était vraiment paranoïa extrême. On appelle une bouffée délirante aiguë, où voilà, j'ai techniquement, je pète un plomb complet, quoi. Donc là, j'ai l'impression que la diode de mon PC, c'est le FBI ou équivalent qui m'espionne. Ma carte SIM, elle est hackée et c'est ce qui fait qu'on m'observe. Le directeur de mon école, donc qui était l'école Epitech, donc maintenant on va dire le plus proche de l'équivalent d'Epitech à l'époque, ça va être 42 aujourd'hui. Donc pour moi, c'est lui qui gérait la pluie et le beau temps. Si tu veux, t'es dans une école où les gens sont capables de hacker des systèmes informatiques en quelques heures et des trucs comme ça. Enfin, t'as des trucs qui sont complètement farfelus. T'apprends techniquement à hacker des systèmes, vu que le but c'est de te former à les protéger. Mais en soi, c'est assez challengeant parce que tu vois que t'as tellement de choses, de limites qui sautent en fait, que c'est assez dur d'arriver à garder les pieds sur terre, en tout cas pour moi. Et en toute transparence, j'avais énormément de mal à gérer le fait de plus être dans un côté rural, familial, super loving, d'espace nature, à périphérique à Paris, dans un 18 mètres carrés, où tu te brosses les dents, tu es aux toilettes et tu prends ta douche en même temps, quoi. Ouais. Et c'est la vie de plein de gens. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir ça dans mon enfance. Là, je vis ça et puis ça crée un choc assez fort. Et tout ensemble, voilà, ça m'a amené à... voilà, on est sans filtre, hein, donc j'en parlais, mais fumer énormément de weed parce que c'était pour moi la soupape que j'avais trouvée pour réussir à tenir la pression. Ouais. En soi, chacun a ses opinions là-dessus, mais pour moi, je pense que l'usage était vraiment malsain. Parce que ça m'a permis de contenir un stress qui était là plus longtemps et à un moment, ça a explosé. Et quand ça a explosé, ça veut dire voilà, les pompiers qui arrivent, qui essaient de me mettre un masque, je suis sûr que c'est pour... Je vais tout faire pour essayer de l'arracher, et ainsi de suite. Partir en hôpital psychiatrique avec le diagnostic qui est tu restes au minimum 2 ans, mais dans tous les cas, médicalisé à vie. Chose que je ne comprends même pas, parce que je suis médicalisé zombie. Hein. Parce que voilà, on ne sait pas quoi faire. Et donc mes parents, pour le coup, donc là, eux, la gardienne, c'est la gardienne qui a vu que ça allait pas et donc a appelé le pompier pour que ça se passe. Donc encore un grand merci à elle, hein, parce que le risque, c'est que tu te suicides, parce que c'est trop de pression, ou que tu tues quelqu'un, ou d'autres gens. Et donc par chance, aucune de ces deux choses-là se sont passées. Et je lui dois un grand merci, parce que c'est peut-être aussi grâce à elle. Mais donc là, mes parents, et on pourra peut-être y revenir, mais donc arrivent tout de suite. Mais tu vois, même ces gens avec qui il y a tellement d'amour inconditionnel me posent une question. Pour comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est je dois analyser toutes les réponses possibles, ayant conscience que ce que je vais dire, ça va être une menace de mort dans le futur, parce que la mort maintenant sera un soulagement. Donc c'est de se dire... Ok, quelle est la réponse qui va mettre le moins en danger, autant moi que ceux que j'aime, mes parents compris, qui me posent la question eux-mêmes. Enfin, c'est un truc de malade. Ouais. Et donc, dans ta tête, mais ça passe à une vitesse, parce que tu analyses des milliers de réponses. Ouais. Et en même temps, tu te dis, voilà, le point noir au mur, c'est une caméra qui m'espionne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, c'est horrible. Tous tes sens te créent une peur absolue et de l'oppression. Et tu as des souvenirs justement d'avoir essayé mentalement de surpasser ça, de parfois peut-être y avoir réussi? Est-ce que... Ou c'est le temps qui a...
Ouais, alors ce qui a aidé à ça, euh, donc plusieurs choses, et je pense que c'est aussi mon attrait pour la médecine alternative. Et, et en soi, je trouve qu'il y a de la force sur les deux. En fait. Je ne cherche pas à condamner la médecine traditionnelle, je cherche juste à aller voir. Elle a son usage, mais je ne pense pas pour tout. Et c'est un peu trop la solution dans tous les cas aujourd'hui, qui a ses raisons. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment la médecine alternative et le soutien familial qui a été ma porte de sortie, en fait. Ouais. Et donc, j'ai plus de 10 membres de ma famille qui sont dans le secteur médical. Donc là, diplômés médecine traditionnelle, dans certains cas aussi alternatifs, d'autres que alternatifs. Dont voilà, une de mes tantes avec 25 diplômes en médecine, ainsi de suite. Donc, compétente, j'ai envie de dire. En tout cas, qui a fait ses preuves de ce côté-là, et beaucoup de choses. Et donc, après analyse et après acceptation de cet institut psychiatrique, finalement, m'ont fait sortir de cet institut, toujours sous surveillance, toujours médicalisé, mais repartir dans un environnement nature, plein air. Pour moi, j'avais une envie incroyable d'aller au soleil, chose où j'avais des contre-indications finalement avec les médicaments. Okay. De savoir que les médicaments, c'était top parce que ça me calmait le cerveau. Au final, c'est un moment où relax. Mais je ne pouvais plus aller au soleil et t'es zombie. Tu penses à rien, en fait. T'es chuté comme un cheval. Pas dans le bon sens. Hein. Je ne sais pas s'il y a un bon sens, c'est chuté, mais en soi, c'est en train de me dire. C'est sans filtre. Hein, je parle comme ça sort, désolé. Non. Mais en soi, c'est... Voilà, je pense que ça, c'était aussi une grande chance parce que ça m'a aidé à couper certains de ces médicaments, même s'il y avait du challenge pour aller me ressourcer en nature, pour aller me mettre au soleil. Et voilà, donc changer toute mon alimentation, enfin vraiment faire attention à ça. Et aussi un soutien familial à mes parents, mais merci, quoi. Ils m'ont donné la vie 2 fois. Hein. Oui. Et voilà, je me suis jamais senti jugé, jamais culpabilisé. Donc là, un grand merci à ça. Mais basé sur mon cerveau, je pense, et là, donc plus comme dirait ma grand-mère, hein, parce que donc là, c'est Irène Grosjean, donc qui va être très polémique. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui haïssent. Ta grand-mère, c'est Irène Grosjean ? Tout à fait. Non. Incroyable. Et je suis choquée, mais j'adore cette femme. Et voilà, tu fais partie des gens qui adorent. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'elle est... Alors, Irène Grosjean, peut-être qu'on peut dire quelques mots sur Irène Grosjean, quand même, pour resituer, plaisir, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, tu vas me dire si je dis des bêtises. C'est une dame qui... je vais dire des bêtises, je pense. Mais en tout cas, je sais qu'elle valorise beaucoup l'alimentation crue et qu'elle a elle a beaucoup de convictions sur la façon d'être en bonne santé. Et c'est souvent... ça contredit la médecine traditionnelle, quand même, pour beaucoup de choses. Elle a résolu des problèmes de santé de ton grand-père, du coup, grâce à... Si, ouais. Et c'est fou, mais je te dis, je suis estomaquée, vraiment, sincèrement. Sans filtre. Dingue, c'est une dame très connue, c'est une dame vraiment très connue. Alors, oui, je comprends que ce soit controversé, parce que c'est parfois vraiment extrême, c'est manger que cru, mais en tout cas, elle a une grande notoriété, cette dame. Mais sans sa pratique, aussi extrême qu'elle puisse paraître, je ne pencherai pas là aujourd'hui. Hein. Je serais certainement toujours en épisode psychiatrique. C'est fou. Ok. C'est dingue. Et c'est toujours pour moi la médecine. Enfin, voilà, depuis que je suis enfant, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de me soigner. Et donc, il y a des cas particuliers, mais qui sont vraiment rares, quoi. Oui. Je veux dire, le moment où je vais prendre quelque chose, ça va être parce que voilà, il faut aller soigner un nerf dans une dent, et donc là, bon, ok, je vais avoir une anesthésie, mais ou voilà, je me suis cassé le bras, bon, ok, là j'ai une anesthésie, mais en gros, c'est à peu près les seuls moments. Mais donc changement d'alimentation, c'est incroyable, comme elle pourrait nous parler, puis on va revenir sur le sujet, un topic. Mais ça nettoie tes humeurs, ça nettoie tout l'environnement dans lequel tu vis, en fait. Et à partir du moment où tu élimines toutes ces toxines, en fait, les pensées que tu as sont plus les mêmes. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, tu arrives à reprendre le dessus et c'est plus la même façon de voir les choses. Et donc, c'est progressif.
Mais oui, c'est clair que c'est pratique, aussi dur qu'elle soit à mettre au quotidien. Et je les applique avec beaucoup de nuances dans le quotidien. Mais je sais que quand il y a besoin, je retourne à ça. Et voilà, ça fait partie des éléments clés qui font que je suis là aujourd'hui. Aucun doute. Alors, je te rejoins. Mais du coup, il y a une chose qui m'ennuie quand même dans ce que tu dis, c'est que tu n'imputes à toi-même aucune raison du succès. Enfin, de cette sortie de l'enfer, c'est comme si tu n'imputais pas aussi ta force mentale, finalement, parce que c'est... Il y en a une, et c'est clair, et je te remercie d'y amener, parce que je pense qu'elle est importante aussi. Et je crois vraiment dans cette notion de ownership, de responsabilité. Et c'est marrant, parce qu'il y a vraiment ce paradoxe. Et donc là, on va repartir, parler aussi d'amis communs, donc David Laroche avec Paradoxe. Sur le côté où il y a les deux, en fait. Il y a tellement de choses dans la vie d'entrepreneur qui sont bien au-delà de ton contrôle et qui sont juste des cadeaux de la vie, en gros. Et pour moi, d'être dans une famille qui arrive avec cette expertise, et je veux dire, Irène, pour mettre dans le contexte, c'est une dame qui a 94 ans, qui est en pleine forme, qui en est à écrire son 3e bouquin, qui fait des consultations toute la journée. Je veux dire, va marcher avec elle va t'essouffler des jeunes de 30 ans. Hein. Et elle a 94 ans, quoi. C'est un truc de fou. Mais en parallèle, c'est clair qu'il y a aussi ce côté pleine responsabilité. Et pour moi, l'endroit où il y a eu le déclic qui a fait que tout change, c'est, je me rappelle à un moment, donc là j'étais vraiment pour le coup en Grèce, dans une chambre, vraiment cloîtrée dans un angle, recroquevillé, mais vraiment position fétale, survie, quoi. Et je me suis dit, il y a une chose que je veux absolument me rappeler de cette expérience, c'est que je vis pire que le pire enfer que j'ai jamais imaginé. Et c'était pas dans l'idée que c'est pire que n'importe qui ou quoi que ce soit, c'était juste dans ma réalité à moi, l'enfer que j'avais en tête, la pire des choses qui peut se passer, mais en fait, ça, c'était encore pire. J'ai vécu quelque chose qui était encore pire. Ouais. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais attends, si en fait, j'ai pu passer le pire dans la douleur, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Mais non plus dans le bonheur, dans ce que tu peux faire, ou dans quoi que ce soit, en fait. Ouais. Ça veut dire que toutes les limites que je me suis mis, elles sont vraiment mentales. Et ça, en soi, c'était pas conscient, en tout cas, j'en ai pas la mémoire que ce soit conscient, mais ça a amené un déclic, ça a vraiment cassé cette croyance de dire que tu peux pas en sortir, ou il y a une limite, ou quoi que ce soit. Oui. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à reprendre un peu son chemin. Et pour conclure un peu sur cette histoire-là, et puis après, ravi de creuser si tu veux, mais au final, en 4 mois, ça va déjà vraiment mieux. Et 6 mois plus tard, je repars en voyage. Ouais, ok. C'est extrêmement rapide. Ouais. Normalement, tu es 2 ans en hôpital psychiatrique, quoi. Enfin, en tout cas, ma connaissance sur le sujet, c'est ça. Ouais. Et là, 6 mois plus tard, je repars en voyage. Je repars voir, à l'époque, ma compagne qui était basée à New York. Ouais. Donc, je repars la voir. Et puis, je finalise, finalement, je reprends mes études que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas reprendre en milieu d'année. Parce que l'année avait déjà reprise. Donc, je décide de redoubler, finalement, et de reprendre cette année-là, que je fais 100% à distance. Et donc, je voyage le monde pendant 1 an. Je refais ma 2e année d'études. Et je finis avec, en gros, major de promo, quoi. Ouais. Tout à distance. Génial. Et donc là, le voyage m'aide à me reconstruire, mais énormément, parce que je côtoie énormément de cultures différentes, de façons de penser. Et c'est là, encore une fois, où tu as une quantité de limites culturelles, sociales, qui tombent, en fait. Ouais. Qui n'arrêtent pas de tomber. Et là, tu fais, ah ouais, donc en fait, ce petit cocon que je connaissais, que je trouvais déjà très ouvert, avec une famille qui est déjà prête à voir plein de choses, mes parents qui sont entrepreneurs aussi. Et là, en fait, tu sens que le champ des possibles, il s'élargit, mais largement. Et aujourd'hui, probablement fort de cette expérience, comment tu prends soin de cet équilibre, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup dans les médias la santé mentale? Les entrepreneurs sont vraiment très sensibles sur cet aspect-là. Tous les entrepreneurs, hein, même...
enfin, tous les entrepreneurs c'est souvent même une découverte en fait, de se rendre compte, de se dire oh là là, bah, finalement, bah, des fois je suis très content, des fois un peu moins. Enfin, c'est quand même un sacré truc. Un jour, j'ai l'impression que ma boîte, c'est la pire du monde. Le lendemain, je me dis que je suis le prochain Bill Gates. Enfin, il y a le stress, il y a tout ça. Quelles sont aujourd'hui les actions que tu fais pour protéger ta santé mentale d'entrepreneur? Très belle question. Et ravi de dire ce que je fais maintenant. Et si ça t'intéresse, ce que j'aurais aimé faire il y a 15 ou 20 ans. Et je pense qu'on s'y retrouve en soi, mais ça a sacrément évolué. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Hein, parce que ce roller coaster là, il est tendu. Hein. Pour moi, dans ce qui m'aide le plus, c'est clairement l'alimentation. Et l'alimentation, paradoxalement, je ne suis pas aussi figé que ma grand-mère, vu qu'elle, son objectif premier, c'est quand même surtout aider des gens en phase de crise. Le quotidien, ce n'est pas une crise biologique. Voilà. Ton corps, quand il est en fonctionnement, il peut avoir un mode de routine, finalement, qui peut être moins exigeant. Oui. Mais je sais que presque tous les jours, bon, ça va dépendre des périodes, et puis en général, je le sens aussi, mais commencer le matin avec des jus verts. Donc ça, c'est de la poudre finalement d'herbe. Okay. Donc il va avoir spiruline, j'ai les termes en anglais pour le coup, mais peut-être que je peux traduire. Il y a plein de choses, ouais, barley, ah oui, chlorella. Je sais plus comment on dit. C'est l'herbe. Il doit y avoir de l'orge, je pense, tout ce qui est wheatgrass, donc pousse de blé, je pense. Ouais. Et donc ça t'apporte déjà plus de 100 minéraux, et c'est surtout très alcalin. Parce que l'un des plus gros challenges de notre alimentation ou de notre quotidien, c'est qu'on a un corps intérieur finalement qui est très acidique. Et le stress, ça amplifie ces acides en fait. Et ça crée énormément de challenges sur tous les niveaux. Et donc le fait de contribuer à quelque chose qui est plus alcalin, donc commencer avec la première chose que tu prends le matin qui alcalinise énormément, comme ces jus verts, et qui fait boire. Parce que l'une des autres choses, en tout cas pour moi, c'est que si j'ai pas une bouteille d'eau à côté de moi, je bois pas. D'ailleurs, je vais en profiter pour boire une gorgée, parce que c'est bien d'en parler, mais tant qu'à faire, agissons. Illustrer ce propos. Mais ouais, donc ça me commence le matin finalement avec 1 demi-litre d'eau, avec énormément de minéraux et cette source alcaline. Donc voilà, donc ça j'essaie d'y penser un peu tout le temps. En plus c'est vachement facile parce que c'est un sac en poudre, donc c'est facile à voyager et tout. Okay. Mais il m'a fallu un moment avant de trouver mon équilibre. Méditation, très gros sujet aussi, très important. Et ben voilà, là je sais qu'en ce moment je suis dans une phase où c'est plus quotidien et pour le coup je vois la différence. Mais dans l'idéal, mais ça peut aller même à 3 minutes. Je veux dire, c'est pas un problème de temps. Si t'as pas 3 minutes dans ta vie, mais c'est raté quelque chose. 3 minutes. Et ces 3 minutes vont t'en faire gagner 30 dans la journée en plus. Donc c'est vraiment une idée de se décider. Dans l'idéal, ça va être plus 20 minutes, en tout cas pour moi. Et donc là, c'est vraiment plus faire le vide. Mais en soi, basé sur la méditation, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est en évolution constante, c'est comme une douche en fait, pour moi. C'est une douche de mon cerveau. C'est le moment de se rendre compte de tout ce qui se passe dans ma tête et juste de laisser ses pensées, quoi. Juste observer. Il n'y a rien à faire. C'est juste de dire, ok, je pense à ça. Et à un moment où je réalise que j'y pense, ok, je laisse passer en fait. C'est pas grave. L'idée du siècle, non, c'est pas grave. Si elle est vraiment importante, elle reviendra en fait. Le problème là, en fait, c'est pas le moment, quoi. Je vais pas le régler là maintenant. Donc, juste essayer de dédramatiser en fait plein de choses. Juste te rendre compte toutes ces idées qui passent là, et juste d'être observateur de ça pendant un moment, et ça amène beaucoup de calme, en tout cas pour moi. Donc ouais, ça il m'a fallu longtemps, mais ça fait partie des trucs super importants. Troisième chose, le sport, et donc ça vraiment stretch musculaire. Donc ça se voit pas forcément, mais ça fait des choses que je reprends. C'est ce qui est dans tous les cas.
Mais ouais, donc je vais mixer. Donc là, je me suis permis aussi de travailler donc, avec des gens qui sont voilà, top niveau. Donc pour moi, ça, c'est aussi l'un des autres trucs, c'est le gain financier à travailler avec les gens qui sont les meilleurs, en fait. Oui. Ils ont beau être beaucoup plus chers. Oui. Ils sont pas plus chers pour rien, en général. Il faut quand même le valider. Mais il y a tellement de retours d'expertise et de petites subtilités, mais qui changent tout. Tout. Et là, en l'occurrence, j'ai retrouvé goût à faire du sport, à faire de la gym, chose que je n'avais pas. Mon équipement pour faire du sport, c'est littéralement un petit sac de cette taille-là. Et c'est l'équivalent de ma salle de gym avec des poids et ainsi de suite, quoi. Ouais. C'est un truc de malade. Mais voilà, le gars, il a été nommé le meilleur personal trainer au monde pendant 2 ans. C'était le personal trainer de The Rock pendant 5 ans. Là, Tony Robbins pendant 10 ans. Et ainsi de suite. Et donc là, il a un programme qui fait que ça reste accessible à des entrepreneurs, on va dire, pas du même standing, mais avec un suivi où tu arrives à être en chat avec lui aussi, quoi. Et tu as un programme personnalisé, quotidien, machin. Donc c'est assez extraordinaire. Donc après, bon, voilà, la vie fait que c'est pas tous les jours fait, parce que ben voilà, j'ai pas une discipline extraordinaire non plus. Mais je sais que c'est 3 très grands piliers et l'alimentation en soi. Donc si je me rends compte que je vois tout ce qui va mal, faut que je revienne sur ces 4 fondamentaux là. Et dormir, okay. Respirer. Voilà, j'avais une phase de ma vie où je fumais parce que ben voilà, pour des raisons sociales, j'allais boire de l'alcool parce que c'était le moment de socialiser. En buvant plus d'alcool, j'avais envie de fumer. Et au final, ben, ça a décliné sur le fait même de fumer au quotidien. Pas souvent, mais ça arrivait. Et là, je me rappelle, ben, pour le coup, c'était avec Tony Robbins, qui est pour moi aussi un des mentors qui m'a fait changer énormément de choses dans la façon de voir les choses. Et des changements radicaux. Hein. Oui. Encore une fois, des gens très polarisés, mais on aime, on n'aime pas. Mais pour moi, ça a été très, très bénéfique. Et ça l'est toujours. Mais de me rendre compte, OK, pourquoi je fumais ? En fait, la raison pour laquelle je fumais, c'était juste pour m'autoriser à faire une pause et aller sur le balcon pour prendre une bouffée d'air. Ouais. Je m'étais jamais posé la question, en fait. Ouais. Et le moment où j'ai réalisé ça, où j'ai pris conscience de ça, ben en fait, à la place, je suis allé sur le balcon et j'ai respiré et boire un verre d'eau. Ouais. Et j'avais plus besoin de fumer, ça pue pas, ça coûte moins cher. Aussi, c'est vachement mieux quand même pour son système. Et ouais, donc prendre le temps de prendre des bonnes respirations, juste avec le vent. Et... ouais, relâcher, quoi. Juste ça, quoi. Génial. Top. Du coup, j'allais te poser une question sur un autre sujet, mais je voudrais quand même saisir l'opportunité. Tout à l'heure, tu disais, travailler avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui coûtent plus cher, ça fait la différence. Il faut quand même s'assurer qu'ils coûtent plus cher pour la bonne raison. En termes de recrutement chez Smiley, quelle est ta recette magique ? Le recrutement, c'est toujours un sujet compliqué. Si ça ne l'est pas, il y a un problème. C'est difficile de trouver les bonnes personnes, c'est difficile d'avoir un processus de recrutement qui permette aussi de trouver les personnes qui correspondent à la culture d'entreprise. Quelle est votre recette magique chez Smiley ? Réponse numéro 1, je veux dire, il n'y en a pas. Parce que je commence à arrêter de croire aux solutions magiques. En général, je trouve que c'est plutôt des incréments, en fait. Et donc là, je fais une bifurcation par rapport à ta question et je vais revenir. Mais l'une des choses que je vois partout sur les réseaux sociaux, et ce que je fais aussi, c'est de dire, OK, les X clés et ainsi de suite, la solution magique. Mais en fait, de mon expertise, et ce qu'elle est, et tout simplement en parlant, il y a vraiment plein de choses à améliorer. Hein. De ma perception, en tout cas, c'est souvent des petits pas, quoi. Mais il y a un moment, le petit pas de plus, c'est lui qui change plein de choses. Mais c'est pas forcément celui-là, c'est la somme de tous ceux que tu as ajoutés ensemble qui vont faire qu'à un moment, ça débloque un gros truc. Et c'est plus ça, en fait. C'est plus comme les marches pour monter dans un immeuble.
Ben voilà, c'est une marche après l'autre et à un moment, tu arrives à un nouvel étage. Ok. Et quelle est la marche la plus importante? Est-ce que c'est la première ou la dernière? En fait, il les faut toutes, quoi. Tu peux pas passer à la dernière tant que tu n'as pas fait la première. Et dans notre monde, il n'y a pas toujours d'ordre. Mais il va falloir quand même que tu passes les marches. Après, je pense que les personnes les plus compétentes qui ont déjà vécu le chemin, qui ont déjà monté ces marches 10 fois, elles vont pouvoir dire, en fait, si tu veux, tu fais un pas un peu plus grand et tu fais 2 marches d'un coup, quoi. Et ça aide quand même beaucoup. Ouais. Ça, c'est énorme. Et est-ce que vous avez des étapes de recrutement, par exemple, où vous vous dites, ça chez nous, c'est des étapes incontournables? Ouais. Ou toi, quand tu dois recruter quelqu'un qui va travailler directement avec toi, est-ce que tu sais que tu as des aspects sur lesquels tu te dis, en fait, s'il y a ça, je sais que ça ne va pas le faire? Ouais. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et donc, pour revenir sur le recrutement en particulier, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que jamais. En fait. Aujourd'hui, on a des process qui sont beaucoup plus stricts, dans certaines mesures, beaucoup plus clairs que jamais. Et pour le coup, on va avoir une évaluation. Alors, déjà, on va reprendre en arrière. Il y a une phase qui est purement marketing, à savoir, il faut que tu sois capable de mettre en avant qu'est-ce qui rend ta société différente des autres. Pourquoi quelqu'un va vouloir travailler avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Quelle est sa raison d'être, en fait? L'humain a besoin de purpose, de raison, enfin vraiment d'un pourquoi fort. De sens. Voilà, j'aimerais bien Simon Sinek, Start with Why, donc commencer avec le pourquoi. C'est vraiment ça, il y a besoin d'un moteur qui soit le pourquoi tu fais quelque chose, d'avoir une vision commune, d'avoir une vision dans ta boîte où les gens que tu embauches ont suffisamment de place pour la leur. Et donc, clarifier vraiment ta page d'embauche comme une page de vente, pour nous, c'est hyper important. Et chez Smiley, les 3 choses qui nous démarquent vraiment, c'est 1, tout le monde est à distance. On n'a pas de bureau, 0. Tout le monde est à distance. Deuxième chose, tout le monde travaille quand il veut. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas à 9h, tu es au boulot. Non. Par contre, là, tu commences à dire, OK, comment ça marche en fait? Les gens viennent quand ils veulent, ils bossent d'où ils veulent. Comment ça marche? Et le troisième truc qui surprend encore plus de monde, c'est que tout le monde a sa propre société. Donc, il n'y a pas de salarié chez Smiley. Tout le monde a sa propre boîte. Tout le monde est entrepreneur. Et pourquoi c'est si important? C'est parce qu'on veut des gens qui aient aussi la responsabilité et le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et ça, en général, ça passe par un état d'esprit de prise de responsabilité. Il y a un problème, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, et on va certainement le penser en premier, c'est normal. Mais rapidement, on va dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ça? Quelle est une option? Quelle est 2 options? S'il y en a 2, il y en a au moins 3. OK. S'il y en a 3, il y en a d'autres. Donc, quelles sont les options pour arriver à résoudre ce problème-là? Et ça donne énormément de responsabilités aux personnes qu'on recrute finalement, ou qui rejoignent l'équipe, parce que ce n'est pas vraiment du recrutement, c'est des gens qui décident de collaborer avec nous. Et donc, on se retrouve avec des sociétés tierces qui travaillent des fois 100% avec nous, pour des périodes plus ou moins longues. Des fois, c'est en partie avec nous, mais avec des gens qui ont cette responsabilité et qui nous voient comme clients et comme partenaires, et avec qui on va avancer. Donc ça, pour nous, c'est ce qui nous définit comme non négociable, en fait. Si t'aimes pas ça, c'est pas la culture Smiley. Aussi simple que ça. C'est pas Smiley. Maintenant, au-delà de ça, dans le processus de recrutement, donc on va bien détailler ça, filtrer au travers de ça, arrêter des gens si ça pose problème. On va travailler et commencer des relations pour ça et en arrêter aussi pour ça. Et en plus de ça, donc il y a un processus au moins en 3 étapes qui est une évaluation technique sur les skills qu'il y a besoin, on va dire, donc l'expertise nécessaire. Désolé, je fais beaucoup d'anglicismes, mais on va essayer de les mettre en français aussi. Et c'est sans filtre. et donc oui, donc une évaluation de compétences, parce que celle-là finalement, elle est assez facile à faire et elle est faite par la personne qui va être au quotidien finalement à travailler avec cette expertise. Donc quelqu'un qui comprend bien le besoin.
Suite à ça, et il y a déjà une évaluation de fond culturel quand même. Ok, est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec cette personne? Est-ce que tu partirais une semaine en vacances avec cette personne? Si tu partirais pas en vacances une semaine, pourquoi tu considères travailler des années avec cette personne? J'aime bien l'idée d'aller boire un verre au bar, mais en soi, d'aller boire un verre, ça dure pas très longtemps en général. Passer une semaine en vacances, c'est déjà un autre engagement. Mais ça reste très peu encore par rapport à travailler au quotidien avec cette personne, avec tous les challenges qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, j'irais même à regarder à ça. Et ensuite, il y a une évaluation donc là, qui est plus donc, avec les fondateurs purement culturels. Et donc là, ça va être l'un des fondateurs. Donc régulièrement, on fait même Flo, donc, qui est Florence Stenstrom, qui est notre directeur opérationnel, qui est là depuis 2014. Et vraiment, qui est voilà, un mec vraiment extraordinaire. Et donc, il va pouvoir avoir une évaluation sur voilà, cette personne-là. Et c'est avec des questions et avec un ressenti. Donc, c'est vraiment un entre-deux, entre purement logique cartésien et ressenti humain, quoi. Voilà, moi, j'en fais moins. À l'époque, je faisais aussi beaucoup de cela. J'en refais encore certaines fois. Je veux dire, ça nous arrive sur des profils de plus forte responsabilité, on va dire, même supervision de plus de monde. Donc là, il y a des fois, ça va même jusqu'à 8 interviews. Hein. Donc il y a des fois, ça va loin. Mais dans le processus classique de 3, la dernière étape, c'est aussi de discussion avec l'équipe avec qui tu vas travailler au quotidien. Parce que si ça passe pas avec le reste de l'équipe au quotidien, bah, c'est pas la bonne personne. Hein. Ouais. Donc l'expertise a beau faire, le feeling avec les founders a beau faire, si ça passe pas avec l'équipe au quotidien, bah non. Intéressant. Je pense à un autre aspect sur lequel je voulais te questionner. Une autre, je pense peut-être, ce sont mes mots, une autre difficulté que vous avez surmontée sur les années récentes, c'est votre changement de nom, mais au-delà de ça, votre changement de tarification. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ta tête en tant que fondateur et avec vous êtes 3 associés, c'est ça, hein? Non, pardon. Maintenant, on est 5. Mais c'est très curieux d'avoir le nombre d'associés qui augmente, enfin, le nombre de fondateurs qui augmente. Oui, bah oui. Ravi d'en parler et pourquoi. Ok. Ah bah si tu veux, dis-nous en quelques mots. Pourquoi est-ce qu'il y a des fondateurs qui se créent au fil de... On rajoute des fondateurs au fil du temps. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais il y avait un tel qui était caché depuis tout ce temps. Et ça va aussi avec le rebranding et le changement de marque. Donc au final, on a commencé avec Florian Stenstrom, notre directeur opérationnel, avec Philippe Grosjean, mon père, qui est notre directeur financier. Et donc on a commencé Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans l'histoire complète, en 2005, c'est là où moi Bon, allez. Je vais te prendre quelques minutes de plus, mais je pense que ça va aider à clarifier les choses. Donc mes parents commencent la location saisonnière en 85. Donc ça fait presque 40 ans. Et donc voilà, moi à l'époque j'ai 2 ans. Et ils commencent à faire ça dans les Hautes-Alpes, petit village de 200 habitants, avec gérer des apparts et en même temps ils ont un bar-restaurant. Quelques années plus tard, ils construisent un hôtel. Et donc là, hôtel, restaurant, magasin, location de ski, la totale. Suite à ça, ils arrêtent cet hôtel, ils vendent le fonds de commerce, ils gardent les murs, et ils reconstruisent des locations saisonnières, mais là, par contre, des beaux chalets, dans certains cas communs, finalement, donc ils séparent certains étages, par exemple. Donc ils construisent des très beaux chalets dans ce village de Nevache, dans les Hautes-Alpes. Et donc là, ça grandit. On arrive aujourd'hui à peu près 20 chalets, 25 chalets. Une partie qui est toujours en propriété familiale, une partie qui a été revendue, qui reste en gestion, et une partie qui est en gestion, qui a été finalement dans ce hameau, qui est gardé là. Maintenant repris par ma cousine Eddy, qui gère cette activité-là sur place. Donc il y a un très gros côté familial chez nous. En parallèle, ils reconstruisent aussi un autre hôtel à côté, qui n'opère jamais, mais qui mettent en gestion. Suite à ça, ils mettent tout ça en gestion dans les Hautes-Alpes. Ils partent en Grèce
Donc moi, en Grèce, pardon, ils partent dans le sud de la France quand j'ai 13 ans. Donc c'est là où je vais finalement assez vite rencontrer Flo. Donc avec Flo, on était camarades de classe finalement, hein, donc ça remonte à longtemps. Et à la fois, ils rachètent une propriété avec des masses provençaux, avec encore une fois de la construction, de la réhabilitation, et remettre ça en gestion, qui gère pendant 7 ans, avant de remettre ça délégué en gestion, qui aujourd'hui est géré par ma tante, une de mes tantes. Et pendant que moi je pars faire mes études sur Paris, et eux, liberté financière, liberté de temps, et ils partent en bateau pendant 2 ans. Et c'est là où c'est vraiment une chance, parce que quand j'ai cet incident mental qui m'amène dans l'hôpital psychiatrique, eux, ils ont cette disponibilité financière, cette disponibilité de temps pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, en fait. Et c'est vrai que dans ma tête, c'est toujours une chance. Et cette industrie m'a apporté cette chance, et leur expertise, et leur capacité à entreprendre et à faire ce qu'ils ont fait, finalement, à pouvoir être là pour m'aider, pour me sauver la vie. Et donc, plus tard, ils repartent pour créer une nouvelle activité en Grèce. Donc là, en Grèce, ils se retrouvent concours de circonstances, grosse tempête, il faut qu'ils rentrent dans un port, finalement, un peu en urgence. Et voilà, en se promenant dans les jours qui suivent, ils tombent amoureux d'un coin à Sivota, sur l'île de Lefkada, en Grèce. Et pour le coup, ils y habitent toujours. Okay. Et en 2005, donc 2 ans après, finalement, cet incident, où déjà, ils avaient trouvé ce terrain, et ça commence à regarder pour construire. Donc là, en 2005, il y a OK, comment louer la propriété ? Je dis, on va passer avec les offices de tourisme comme on fait en France. Il y a une office de tourisme aussi là-bas, mais elle ne fonctionne pas du tout pareil, en fait. Okay. En France, à l'époque, en 2005, une office de tourisme, elle t'apporte énormément de contacts voyageurs. Ouais. Et plein d'adresses. Donc, tu fais de l'emailing papier où tu colles des timbres pendant des nuits pour envoyer des lettres en espérant que quelqu'un veuille regarder ton prospectus. Ou tu as imprimé tes prix qui sont valables pour toute l'année. Facturé à la semaine sur 5 ou 6 saisons. Ça a bien évolué quand même. Samedi, voilà. Ah, samedi, il n'y a rien d'autre qui existe. Voilà, t'amènes tes draps, tu fais le ménage. En tant que voyageur, tu fais le ménage. Oui, à l'époque, hein, et tu voyages avec tes draps. C'est ça l'historique quand même. C'est vrai. Et on dit qu'Airbnb a amené la location saisonnière, mais ça existait bien longtemps avant. C'est clair. Ils ont su le médiatiser, mais certes, c'était là depuis longtemps. Et surtout le digitaliser, à la limite. Mais ouais, il y avait même d'autres choses, justement. C'est là où et je te remercie parce que ça connecte. C'est là où on se rend compte que l'Office du tourisme en Grèce n'a pas la même fonction, en fait. Ouais. Et donc là, tu te retrouves on les trouve où, en fait, les voyageurs ? Ouais. Et par chance, ça devenait digitalisé. Et c'est là où tu avais l'équivalent des annonces Le Bon Coin et des choses comme ça. Et à l'époque, c'était avec des sites tels Abritel, qui étaient déjà là, avec Top Rural, Amivac, Holiday Lettings, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y en a plein, mais ils sont tous jeunes. Donc, en fait, il faut se mettre sur plein de ces listings. Et c'est là où, moi, j'avais déjà une activité de développement de sites web. Dans les activités, tu vois, il y avait un site de dating en Slovaquie. Okay. Donc moi, j'étais en Slovaquie avec des amis. Donc là, dans les premières sociétés créées, un site de dating, on voulait finalement cloner Mythique, mais l'amener sur le marché slovaque, parce que les sites locaux étaient vraiment pourris. Donc on s'est dit, OK, on va copier ça. Mais en même temps, on va aussi créer une société d'hébergement de sites internet gratuit. Donc un endroit où tu es sûr d'avoir des dépenses, mais tu es aussi sûr de ne pas avoir de revenus. Ah ouais, c'est ça. C'est génial quand tu arrêtes tes études pour te lancer dans le business. C'était vachement bien réfléchi. Et en parallèle, on s'est dit, écoute, les connexions Internet sont pas top, donc on va écrire un truc super innovant, un provider Internet par courant porteur. Donc utiliser les lignes de courant électrique pour fournir du haut débit. Ouais. Dans un pays où on ne parle pas la langue, en concurrent direct avec des boîtes comme Orange. On va dire qu'à l'époque, c'est quand même assez mafieux. On s'est fait très vite comprendre que soit on arrête, soit on n'est plus là. Okay. Donc là, je parle physiquement parlant. Hein. Mafieux, c'est pas une métaphore. Non, c'est pas une métaphore. Okay. Non, voilà. Donc là, tu comprends que c'est pas ton terrain de jeu. Donc Donc tu revends 3 bouchées de pain ce que tu as fait, tu dégages. Okay.
Et en parallèle, parce qu'il fallait quand même vivre, euh, faire des sites internet, parce que techniquement, moi je fais des sites internet depuis 98, en partie pour nos activités de location de vacances. Hein. Et donc voilà, donc beaucoup d'historique là-dessus, mais au final, là, c'est notre gagne-pain pour faire payer les développements de ces différentes activités. Enfin bref, assez fascinant. Mais donc voilà, à ce moment-là, c'est là où mes parents, ils ont aussi cette nécessité-là qui devient plus digitale. C'est pas forcément leur cœur d'activité, c'est la mienne. Pour le coup, c'est là où je me rends compte que ces activités en Slovaquie, intéressant, mais voilà, je commence à prendre conscience, il y a vraiment trop de choses en parallèle. Il y a des challenges aussi dans les équipes. Tu vois, il faut 6 mois pour avoir un design, pour avancer sur une page d'un des projets. Il y a un autre truc, là, l'hébergement, c'est un puissant fond parce qu'il n'y a que des dépenses, il n'y a pas de rentrée. Donc, comment tu gères un truc comme ça ? Enfin voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Passionnant, apprentissage extraordinaire, mais c'est aussi le moment de passer à la suite. Donc là, je viens en Grèce et je commence à mettre en ligne ces différents listings. Et je me rends compte que la clé pour passer numéro 1 dans les résultats de recherche, c'est de mettre à jour ton listing. C'est de dire mon calendrier est à jour. Et dans certains sites, c'est 2 fois par jour, tu peux faire ça. Et donc là, moi, avec mon historique IT, et j'ai envie de dire même un peu hacker, et hacker dans le bon sens, qui n'est pas là pour créer des dommages, mais pour utiliser les systèmes de façon différente qui sont conçus, c'est là où je me dis, OK, qu'est-ce qui est faisable ? Donc au final, je finis par créer un système qui automatiquement va m'identifier sur la plateforme. Donc c'est un robot qui va automatiquement m'identifier comme je le ferai à la main, qui va prendre tous les raccourcis possibles, donc ça coûte moins cher pour la société type Abritel, qui va mettre mon calendrier à jour automatiquement aux 2 heures de la journée où c'est le plus pertinent, ce qui fait que on est toujours en haut des résultats de recherche toute l'année en fait. Et donc là, dès la première année d'ouverture, on a 30% de taux d'occupation en plus que n'importe qui sur l'île. On est ouvert alors que le village, il est fermé. Premier magasin, il est à 20 minutes. Okay. Mais tu as des gens qui veulent venir parce qu'on est en haut, même sur les pages de Grèce, en fait. Et donc, ça apporte un trafic de dingue. Et donc là, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on part faire du bateau en famille et tu as les demandes de résa qui tombent, quoi. Et ça, c'est magique parce que juste avant ça, c'était vraiment... tu as peut-être déjà vu le même d'un singe sur un clavier d'ordinateur. En fait, ça, c'était une vidéo de avant. Ça ressemblait à moi. Il y a clairement toujours le singe, mais c'est un peu moins comme ça. Et depuis, c'est sûr que donc ça, c'était en 2005. Donc, c'était vraiment la première brique de channel management, à ma connaissance, de toute l'industrie de la location saisonnière, qui, au fil des années, s'est développé en de plus en plus d'outils que j'avais voulu connecter à des PMS existants, mais les accès API coûtaient une fortune, c'était inaccessible en fait pour nos besoins, et puis très limité. Donc j'ai dit, OK, on va devoir faire la brique PMS aussi, et surtout qu'en plus leur système, c'était bien, mais par rapport à l'expertise qu'on avait et tout, ça répondait pas vraiment à nos besoins non plus. Donc il y avait un double problème. Et donc là, on a créé les solutions qu'on avait vraiment besoin pour nous. Et en 2009, c'est vraiment devenu une société. On s'est dit, OK, là, ça va devenir un nouveau produit. Mon activité d'avant, c'était générateur de site web, qui était arrivé pour mes besoins finalement, et multilingue, vu que j'avais des clients internationaux, que ce soit au Japon et partout. Et donc là, on s'est dit, OK, maintenant, on va créer cette solution PMS chez les managers et site web, forcément. API first, donc pouvoir étendre ça à l'infini, donc vraiment être l'ami des développeurs qui veulent rajouter des fonctionnalités, parce que l'une des spécialités de notre industrie, c'est qu'on est tous uniques. Et donc, essayer de tous nous faire entrer dans un moule, ça ne marche pas. Il faut pouvoir rajouter ces petites subtilités, ces petites choses qui nous rendent différents. Et donc, c'est comme ça que c'est né en tant que Booking Sync, finalement, en 2009, projet créé. 2010, premier client payant. Et finalement, il faut attendre jusqu'à 2014 avant qu'il y ait une société qui soit créée, parce que moi, je voulais rester à travailler à distance. Et tout ce que j'entendais, c'était... Tu ne peux pas créer une société et avoir des gens avec qui tu travailles en étant à distance. C'est juste pas possible. Et il m'a fallu 5 ans avant d'essayer de changer cette limite, en fait. Ouais. Et encore une fois, même histoire que dans le passé, c'est-à-dire, en fait, la limite, elle est là. Et si c'était possible, en fait ? Et si l'inverse était vrai ? Et là, je me rappelle littéralement, c'était sur ma maison en Grèce, sur la terrasse.
Et là, je me dis, et s'il y avait d'autres gens qui voulaient voyager, vivre où ils ont envie de vivre et de bosser en même temps. Et juste ça, déclic. Et donc là, quelques mois plus tard, première levée de fonds, et encore une fois dans un modèle équivalent du crowdfunding en 2014, tout le monde me dit que c'est impossible. Je vais sur des conférences, on me dit non, c'est pas possible, ça peut pas se faire, on n'a jamais vu ça. Fait en 15 jours. Donc une fois que le dossier est envoyé dans la main de amis, famille, en 15 jours, on a bloqué les 500 000 qu'on cherchait. Finalement, on a plein de monde qui revient. Attends, j'ai pas encore regardé. On finit par lever l'équivalent d'$1 million à l'époque. Donc plus que ce qu'on souhaitait, avec 160 personnes. Et voilà, c'était extraordinaire, magnifique. On en a chié pour arriver jusque-là. Soyons clairs, c'est pas une overnight success. Mais voilà, c'était un palier. Et là, ça a débloqué beaucoup de choses. On a grandi la taille de l'équipe avec des gens qui avaient envie aussi d'être vraiment partie intégrante de l'équipe. Et donc avec, j'ai envie de dire, 2 nouveaux cofondateurs au moment de la création de la société, Florian et Philippe, donc qui arrivent là. Okay. Maintenant, si on fast forward, si on va de l'avant finalement à 2019, quand on décide de faire un changement de marque, parce que BookingSync, très intéressant, ça veut dire ce qu'on fait, mais surtout ce qu'on faisait à l'origine, synchronisation de booking. Mais aujourd'hui, on fait tellement plus que ça que les gens, ils n'arrivaient pas à voir les autres choses qu'on faisait, en fait. La perception n'était pas forcément en ligne. Et donc, on s'est dit, revenons sur un modèle comme à la Simon Sinek. Commençons par le pourquoi. Ouais. Renommons-nous sur le pourquoi on fait les choses, parce que ça ne changera pas, qui est partager des sourires. Partager des sourires entre le voyageur et le propriétaire ou le gestionnaire. Partager des sourires entre nous et avec nos clients. Et pour ça, ça commence par partager des sourires avec nous-mêmes. Parce que le fond, c'est ça, en fait. Ouais. C'est cette notion de bien-être à titre personnel qui fait que ça impacte tes équipes, qui fait que tes équipes impactent tes clients, que tes clients impactent les voyageurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui nous amène à ce nom Smiley. Et finalement, un paradoxe assez rigolo, mais qu'on n'a jamais pensé sur notre logo. On avait déjà ce logo à l'époque de BookingSync, en fait, déjà quelques années plus tôt, qui en soi n'a jamais été vraiment pensé comme un sourire, même si c'était volontaire. Mais c'est pas le fond, c'est pas ça en fait. Chaque œil ou chapeau, c'est un toit de maison et qui synchronise vers un autre toit de maison en fait. Ok. Donc en fait, c'est de montrer que tu as un listing qui synchronise avec un autre listing. Okay. Le fond, certes, il y avait cette envie de mettre un sourire, mais c'était pas du tout le fond. Quoi. Ça, voilà. Ouais. Et donc, c'était très intéressant quand Smiley est arrivé, d'ailleurs, qui est arrivé en pleine méditation. Ça n'a pas été réfléchi, c'était vraiment voilà, un download. Quoi. Ça m'est venu en méditation. Ouais. Et pour le coup, je fais, ah bah oui, évident. Oui, intéressant. Je rebondis sur quelque chose que tu as mentionné sur la partie levée de fonds. Tu disais, c'était un grand succès, 500 000 puis 1 million. Ce n'était pas un overnight success, ça a été laborieux. Quels ont été les facteurs clés du succès de cette levée de fonds, tu penses, avec le recul? Je pense que dans le fond, il y a une dimension assez spirituelle à tout ça. Et j'entends pas religieux. J'entends spirituel, énergétique, plus dans ce sens-là, où ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait vraiment cette intuition, cette intention qui soit de bienveillance et de regrouper plus de gens qui portent ce projet et qui bénéficient de ce projet. Et c'était vraiment c'est vraiment une énergie d'amour derrière. Oui. Et on est sans filtre. Donc je me lâche. C'est vrai que c'est moins classique. Bon, ça allait plus ces dernières années, et encore plus aux États-Unis, j'ai envie de dire. Mais bon, ça fait souvent un peu bizarre de parler d'amour dans le business. Mais je veux dire, pour moi, ça reste la base. Et je pense que c'est cette intention-là, cette énergie-là qui a amené à ça. Et qui aligne un peu, vraiment, un peu toutes les planètes. Et qui se dit, ouais, quelle est ton intention ? Ton intention, c'est vraiment, avec des gens que t'aimes, de partager ce procès, ce projet, de diminuer un maximum leurs risques, de maximiser un maximum leur retour sur investissement,
d'avoir quelque chose qui soit cohérent et trouver un moyen où tu apportes le plus de valeur possible à tout le monde, en fait. Et c'était vraiment ça le fond. Et je pense que tout le reste, c'est du détail en soi. Cette idée de l'amour, est-ce que tu penses que, du coup, on ne peut pas travailler avec des gens pour qui on ne ressent pas d'amour? Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être amoureux ou amoureuse de tous les collaborateurs, mais est-ce que ça veut dire ça? On ne peut pas travailler avec des gens pour qui on ne ressent pas d'amour? D'une certaine manière, j'ai envie de dire, il y a peut-être de ça, ouais. Et c'est peut-être aussi ce qui va influencer la qualité de certains partenariats, la qualité de certains échanges. Et je vais parler d'un amour profond, pas d'un amour romantique, d'un amour de l'être qu'il y a derrière, en fait. Ce côté un peu compassion et finalement qui est un peu à l'inverse de l'ego, hein, en soi. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup plus cette sensation d'unité, de compassion, à titre personnel, je me rends compte que ça ouvre énormément de portes. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Encore un challenge quotidien. mais en soi, ouais. Et j'ai envie de dire, c'est ça. Si, pareil, si on revient sur l'embauche, le recrutement ou de nouvelles personnes avec qui on travaillait, s'il n'y a pas ce lien humain, cette connexion avec cette personne, je pense que c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'ego entrave l'entrepreneur? J'ai envie de dire, c'est aussi un paradoxe. Parce que si on n'avait pas l'ego, je pense qu'on n'oserait pas. On ne serait pas suffisamment fou pour se lancer dans un truc aussi challengeant. Si on n'avait pas l'idée qu'on peut être meilleur que les autres ou réussir à un truc aussi dément et avoir autant d'excès de confiance en soi, et j'ai envie de dire pas au sens sain, au sens un peu mégalo, meilleur que tout le monde, j'ai réussi à faire un truc. Je pense que tu peux pas être aussi dingue que de te lancer dans la création d'une boîte. Il y a trop de challenges pour ça. Et te lancer, c'est une chose, mais tenir sur la durée, c'est encore une autre. Donc je pense qu'il n'y a pas d'ego, c'est dur, très dur, surtout au départ. Et c'est ce que je commence à découvrir de plus en plus en m'entourant de gens qui sont bien au-delà de moi dans l'aventure entrepreneuriale ou avec des succès beaucoup plus larges, en tout cas dans ce que je regarde, et je vais essayer de regarder sur différentes composantes. C'est que l'ego, ça va t'aider à un moment, mais ça va être ton pire ennemi aussi à d'autres. Et en fait, c'est là où j'aime beaucoup ce que dit David Laroche, dans Paradoxe. Il y a vraiment cette notion des paradoxes, en fait. Et le moment où tu arrives à accepter les deux, c'est là où c'est vachement plus facile. Tu arrives à dédramatiser entre les moments où tu sens que t'es le roi ou la reine du monde et le moment où c'est l'hécatombe complet juste parce qu'il y a un concurrent qui a sorti une nouvelle fonctionnalité. Enfin, je me rappelle à une époque, je n'endormais pas pendant des nuits le jour où tu as un concurrent qui sortait un nouveau truc. Hein. Et voilà, par chance, ça va un peu mieux, sinon je ne dormirais jamais. Mais, là, ça va beaucoup mieux quand même. Mais il y a quand même des moments challengeants, il ne faut pas rêver. Hein. C'est quand même sport. Mais ouais, je pense qu'après, il y a un moment où l'humilité et arriver à accepter l'ego, à voir ses avantages, ses inconvénients et à le calmer, c'est ce qui devient la plus grande force et c'est ce que j'essaie de développer de plus en plus. Et je fais beaucoup d'efforts, autant d'investissement de temps et d'argent sur essayer de trouver les meilleurs experts finalement sur ces sujets-là, parce que j'y vois beaucoup de retours, j'y vois beaucoup d'avantages. Mais c'est mon expérience. Je ne sais pas si c'est la même pour d'autres personnes, en fait. Je serais ravi de te retourner la question. Hein. Est-ce que l'ego entrave l'entrepreneur ? Ouais. Figure-toi que ce que tu viens de dire, moi, j'étais, avant que tu répondes à la question, moi, je suis dans une optique depuis plusieurs années de me nettoyer de mon ego, justement. Et je trouvais que l'entrepreneuriat avait été très enrichissant sur ça, parce que à partir du moment où tu te lances à faire des vidéos sur YouTube sur ton métier, il faut nettoyer son ego, quoi, clairement. Et il y a plein d'actions comme ça où, en fait, si on a peur de l'image qu'on va renvoyer, on ne fait plus rien, finalement. On n'innove plus, on lance plus de nouvelles choses, parce qu'il y a toujours un risque que ça marche pas, quoi. Mais ce que tu m'as dit là est intéressant, parce que je me rends compte, en effet, à quel point
l'acte d'entreprendre est nourri d'ego finalement. Puisque en fait, si on démarre au démarrage, on se dit qu'il y a quand même une chance que ça réussisse. On n'est pas suffisamment fou pour démarrer en se disant vraiment, je suis 100% sûr que ça va complètement foirer. Donc, je vais remûrir cette question. Tout bonnement. Intéressant. Super. Il y a une chose que tu as dite aussi qui est intéressante à creuser. Tu disais, je m'entoure aussi d'entrepreneurs qui sont plus avancés que moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour justement t'entourer? Est-ce que tu es membre d'un mastermind? Est-ce que comment tu fais en fait cette partie-là? Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fallu longtemps avant d'oser le faire. Encore une fois, il y a des patterns qui se répètent. Mais de me dire, le développement personnel, le coaching, les masterminds, en fait, pourquoi les sportifs de haut niveau, et je veux dire, on approche des JO en France, à mon avis, il n'y a personne qui va faire les JO qui n'a pas de coach. Oui. T'imagines pas faire les JO sans coach. Complètement. Par contre, pourquoi on imagine faire de l'entrepreneuriat, qui est littéralement du sport haut niveau, sans coach? L'idée vient d'où, en fait? C'est vrai. J'en sais rien. Mais ça n'empêche que ça devient accepté. On est encore loin de la norme, en tout cas en Europe. Ouais. Aux États-Unis, ça commence à devenir la norme. Mais tu regardes The $1 Trillion Coach, donc il y a un livre sur ça, donc le coach $1 trillion. J'ai plus son nom en tête, mais qui était littéralement le coach de Steve Jobs et d'énormément d'autres personnes dans la Silicon Valley. Et tu dis, c'est une personne qui est absolument fondamentale dans l'impact de toutes ces sociétés pour arriver à garder ces entrepreneurs en ligne avec leurs ambitions, à challenger leurs idées. Et voilà, un coach, c'est un métier qui est vraiment pas facile d'être coach, mais qui est indispensable. Et j'ai encore du mal, même dans nos équipes, chez nous. Moi, je le fais beaucoup. Certaines personnes de l'équipe sont très ouvertes, certaines personnes non. Et à défaut, je me demande à quel point ça doit venir culturel ou pas, en fait. Parce que c'est aussi la question dans la culture d'entreprise. Tu veux pas que tout le monde soit les mêmes. C'est nos différences qui font nos forces. Mais il faut aussi qu'il y ait des lignes directives et qui nous unissent. Donc, encore une fois, on retourne dans un paradoxe. Et donc, décider qu'est-ce qui va être non négociable et qu'est-ce qui va être négociable et qu'est-ce qui va être bien d'être différent. Je sais que chez nous, le coaching, ça en fait encore partie. On le questionne. Ce que j'aime, je vais reprendre David Laroche encore une fois, beaucoup d'apprentissage que je reprends de David, et c'est où tu vas voir aussi les gens que je fréquente et les gens auxquels je vais essayer de m'entourer un maximum. Et en toute transparence, David est un coach à titre privé, en 1 à 1. Je fais énormément de ses masterminds, et c'est aussi techniquement un investisseur de Smiley. Okay. Et dans le fond, l'une des choses qu'il amène, c'est que tes valeurs d'entreprise, c'est quelque chose que tu es prêt à défendre publiquement, en fait. Si on te challenge là-dessus, tu vas dire non, je ne refuse de faire ça, en fait. Oui. Et si tu es prêt à te battre publiquement, médiatiquement parlant sur un sujet, ok, ça justifie d'être une valeur forte de ta boîte, donc qui aide à définir ta culture. Mais donc, si on revient un cran en arrière sur ces masterminds, sur ces choses comme ça, donc il m'a fallu très longtemps avant de l'accepter, très challengé initialement dans mon entourage, pas familial, très direct, mais un peu plus écarté. Les personnes qui étaient beaucoup plus mes amis, on va dire, à l'époque, parce que c'est des choses qui évoluent aussi au fil du temps. De se rendre compte que les plus grosses transformations sont là, en fait. Pour moi, tu as 2 façons d'apprendre. Soit tu apprends de tes erreurs, soit tu apprends des erreurs des autres. C'est souvent beaucoup moins douloureux d'apprendre des erreurs des autres, quand même. Tu vas quand même faire des erreurs, mais t'en enlèves un paquet. Et ça va beaucoup plus vite. C'est ce que j'allais dire, on gagne du temps. Beaucoup plus vite. Et donc depuis, j'investis énormément là-dessus. Je sais qu'à titre personnel, aujourd'hui, on a dépassé le $1 million en investissement perso sur coaching, formation, mastermind et tout ça. Oui. Et c'est là où je vois les plus grosses transformations. Et à titre personnel,
bien-être, business, contact humain, prise de parole en public. Enfin, les sujets sont larges. Hein. Et après, à voir ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, ce qu'il y a besoin dans le business. Mais ouais, pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental. Je ne vois pas comment avancer sans. Hein. Est-ce que tu parles librement du sujet de l'argent ? C'est-à-dire avec qui, dans quel contexte ? Là, par exemple, est-ce que le chiffre d'affaires de Smiley, c'est une donnée que vous partagez ? Est-ce que vous partagez votre rémunération ? Comment ça se passe sur ce sujet-là ? Ok. Très bonne question. Donc, en interne, très transparent. Les packages de chacun ne sont pas connus, mais sinon, le chiffre d'affaires, tout ça, nos dépenses, tout ça l'est. Vu que tout le monde, techniquement, a accès aussi à pouvoir être actionnaire de la boîte. Donc c'est là où il y a une énorme transparence en interne. Après, on ne partage pas publiquement sur notre CA, par exemple, des choses comme ça. Par contre, oui, on partage sur le volume d'affaires généré pour nos clients l'année dernière, donc qui est plus de 500 millions d'euros. Donc qui commence à représenter quand même un sacré volume, surtout que presque tout est en France. Donc oui, on représente une très grosse partie. Enfin, voilà, leader français sans aucun doute, leader européen dans beaucoup de cas. Donc voilà, donc ça c'est des chiffres dont on parle. Les rémunérations, c'est assez... Après, ça va dépendre comment, parce que tu as la rémunération purement pécuniaire, cash. Tu as la rémunération purement à risque, donc en part de boîte. Et dividendes ? Potentiellement d'avantage. Dividendes, pour l'instant, on n'en fait pas, on réinvestit tout en fait. Donc on est profitable, donc ça je peux le parler, on est profitable depuis 2018, mais on continue de tout réinvestir. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de notre revenu qui est en excédent et on réinvestit. Quoi. Et on continue à faire... On est dans un modèle plutôt de petites levées, là dernièrement même de dette financière, mais on a fait 6 levées dans le passé, qui nous ont amené à 3,8 millions de levées en tout, donc ça reste des petits montants, mais qui ne nous empêchent pas d'arriver à être dans les leaders mondiaux, et même leaders dans pas mal de situations, et ça dépend de quelles lunettes on regarde. Mais aussi, voilà, aujourd'hui, on arrive à avancer avec de la dette bancaire, des choses comme ça, pour continuer à accélérer plus vite, tout en gardant une notion de contrôle qui est plus efficace. Après, je sais que maintenant, voilà, on a les portes, on ouvre un peu plus le regard sur des choses qui peuvent nous permettre d'accélérer encore plus, surtout qu'on a des fondations solides pour grossir plus vite. Mais il y a une question que tu posais tout à l'heure, et je pense qu'elle est intéressante à adresser, que je n'ai pas encore adressée, sur le moment où on a fait notre augmentation de tarifs. Donc il y avait la partie rebranding, il y a la partie augmentation de tarifs, et il y a Covid. Et donc il y a rebranding, Covid, augmentation de tarifs. Donc là, c'est un challenge, on est tous passés par là. Hein. Donc, on décide de changer la marque, je crois à peu près vers novembre 2019. Bon, mars 2020, Covid. Bon, là, on se dit, OK, on arrête tout. On ne peut pas lancer un changement de marque en même temps que ce soit la catastrophe pour tout le monde. On reste comme ça. Et on avait un nouveau service qui arrivait en même temps, qui était vraiment channel management fait pour vous. Donc là, tu t'inscris. Tu n'as pas besoin de suivre tout ce qui se passe sur Airbnb, Booking, Abritel et tout ça. Juste, tu t'inscris sur Smiley, on crée tes comptes, on optimise tes listings, on s'occupe que tu sois payé. Délègue ça. Et donc, l'idée, c'était de fusionner les deux marques, enfin, les deux outils. Tu as juste deux offres différentes sous la même marque, logiciel Smiley ou service Smiley. Là, il y a ça qui arrive. On fait, bon, on peut pas. On laisse Booking ce qui est et on lance Smiley comme la solution service. Okay. On se retrouve quelques années plus tard avec deux marques, deux produits vraiment différents. On a besoin de réunifier tout ça. Et donc, on est en train de finaliser encore maintenant ça. On pourrait clairement apprendre de beaucoup d'erreurs qu'on a fait sur le sujet. Il y a de quoi faire. Je pense que Meta a changé ça plus vite que nous, quoi. Okay. Bon, c'était particulièrement rapide pour Meta, on va pas se mentir, hein, mais ah ouais, à la taille où ils sont, c'est hallucinant. Ouais. Mais bon. La pire erreur, tu dirais que c'était quoi? Celle que j'ai pas encore identifiée. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de boucles ouvertes là sur lesquelles il va falloir qu'on arrive à amener des clôtures. La pire erreur, et on va revenir au sujet de mastermind et tout ça, pour moi, c'est pas assez de formation, d'investissement sur soi-même, en fait.
sous-évaluer l'importance que ça a d'investir sur soi. Son développement personnel, bien-être personnel, nouvelles expertises, apprendre d'autres industries. Parce qu'au final, l'innovation, c'est quoi? C'est jamais que reprendre des idées qui sont ailleurs et de remélanger un peu tout ça. Hein. Oui. Voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On reste dans ce modèle-là. Donc ça, c'est un point. Ouais, plus grosse erreur, je pense, dans le fond, c'est certainement ça. À titre purement business, la manière dont on a approché l'augmentation des prix, il y a clairement beaucoup de choses qu'on pourrait revoir aussi. En soi, ça a l'air d'être une situation extrêmement dure pour tout le monde, dans tous les cas. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est, voilà, Covid passe, on continue d'amener un maximum de fonctionnalités, mais surtout des fonctionnalités de fond qui ne se voient pas, mais qui impactent énormément la compétence des listings quand même. Et ça, pour moi, à l'époque, toujours beaucoup de challenges à prendre la parole quand ça ne va pas, en fait. Donc, j'avais, moins maintenant, mais j'avais beaucoup un tempérament. J'aime beaucoup les profils disques qui donnent pas mal finalement un test de personnalité. Et donc, pour moi, la notion I, influent, donc contact humain, prise de parole, choses comme ça, en cas de stress, avant, ça descendait à 3, quoi. Okay. C'est en gros, je ne parle pas, c'est pas le moment de communiquer. Par contre, je devenais D, dominant, donc là, on passe à l'action. Et là, c'est dégage. Là, il y a le feu, c'est je casse la porte s'il faut, on passe. Et là, c'est pas on discute, c'est là, on casse les murs, on y va. Et donc, techniquement, c'est ce qu'on a fait avec des changements de fond assez radicaux sur l'optimisation des listings qui ont fait que même en période de Covid, on se retrouve à faire, je crois, on était à... Enfin, j'ai la statistique, mais je crois qu'on est même en positif ou légèrement négatif sur Paris, alors qu'en général, c'était une hécatombe absolue avec des moins 40-50%. À Cannes, on se retrouve à plus 70%, alors que le marché normal est à moins 10 ou quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde nos statistiques de l'époque. Mais la moyenne globale, nos clients font plus de 40% de plus que n'importe qui d'autre, en fait. Donc même nos concurrents et tout. Donc ça marche très bien, même dans cette situation qui est très dramatique et qui, dans certains cas, n'est pas encore assez suffisante. Mais donc beaucoup de changements qu'on ne communique pas, qui ne se voient pas. Donc derrière, on a augmenté nos coûts par propriété de façon stratosphérique aussi, même en termes de serveurs, en termes de performance de calcul et tout ça, pour arriver à amener ces optimisations-là. Et donc, on se retrouve à une période, là, 2021, où ça commence à repartir, 2022, où ça repart fort. Et là, on se dit, ah merde, il y a plein de comptes, on perd de l'argent. Comment tu fais quand tu te retrouves que tu as beaucoup de ton inventaire où tu perds de l'argent? On n'est pas dans un mode où on peut creuser le trou sans fond, en fait. Ce n'est pas notre stratégie. Il y a des sociétés qui sont dans ce modèle-là, ce n'est pas le nôtre. Donc là, on est, OK, comment on arrive à renverser la balance, retrouver de la profitabilité sur les clients avec qui on travaille, sans pour autant enlever toutes les fonctionnalités qui font que ça marche aussi bien, en fait, parce qu'on a prouvé que ça marche. Oui. Et donc là, c'est là, pareil, formation, plein d'autres choses, réflexion. Et là, tu te dis, voilà, il y a un moment où il faut passer le cap. Et on réfléchissait aussi, lever de fonds pour pouvoir permettre de faire ça. Parce que c'est aussi une option. Hein. Dans ce cas-là, toutes les options sont ouvertes. Et tu dis, OK, allez, on va aller chercher 5, 10, 15 millions. Et ça permet de focaliser sur la croissance, pas sur la rentabilité à court terme. Éventuellement, pas avoir ce problème-là. Mais maintenant, quand tu regardes l'historique, tu vois d'autres sociétés qui ont fait la même chose, à savoir fait une levée de fonds pour la première fois. J'en ai 3 en tête, où l'une des premières choses que les nouveaux investisseurs ont fait, c'est passer à 1% minimum de la GBV, du volume d'affaires. Donc techniquement, tu dis, OK, en fait, la première chose que ces fonds te font faire, c'est d'augmenter ton prix. Donc, OK, entre le faire quand tu as le choix et le faire quand tu n'as pas le choix, dans tous les cas, il va falloir le faire. Ouais. Donc là, c'est prends ton courage à deux mains et vas-y, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution, en fait. On ne voyait pas comment, quoi. Ouais. À part enlever beaucoup de fonctionnalités, mais c'est très dur d'enlever des fonctionnalités qui marchent très bien, qui ont prouvé qu'elles sont performantes. C'est pas une marche arrière qui est facile. Ouais. Et même pas cohérente. Donc, pour le coup, on prend ce choix-là.
Et on se dit, OK, c'est la meilleure année que jamais. Donc, on va rajouter dans notre tarification un minimum de 1% du volume d'affaires. Chose qu'on a vu répéter maintes et maintes fois. On s'est dit, tant qu'à faire, faisons-le avant. Je veux dire, en toute transparence, on est sans filtre. Aussi, ça peut augmenter notre valo, parce que dans ce cas-là, on fait ce chiffre avant. Donc, ça nous permet de faire aussi une plus belle opération. Mais dans tous les cas, on va devoir la faire. Donc, faisons-la. Et en plus, on a la chance de pouvoir négocier et discuter avec nos clients. Oui. C'est pas comme si on est avec des gens qui vont être plus dramatiques, drastiques, et où il n'y a pas le choix, en fait. Et donc, là, on se dit, OK, on va appliquer la chose, on l'annonce, on se rend compte que, voilà, on avait prévu de l'appliquer trop vite. Donc, on discute avec nos clients, beaucoup de pushback classiques. Et on voit des Airbnb, des bookings, des verbaux. Tout le monde nous fait des augmentations, et dans certains cas, de plusieurs pourcents par booking. Il y a du pushback. Mais en soi, tu finis par faire avec. Mais là, je remarque de l'autre côté, quand c'est toi qui fais l'action, je veux dire, quand tu augmentes ta taxe de 0,5%, ça pique. Mais bon, en soi, certes, je ne cherche pas à discréditer nos clients. Très, très dur comme étape de te faire augmenter tes tarifs. Et on l'a tous vu, parce qu'au final, après nous, il y a presque toutes les boîtes avec qui on travaille qui ont augmenté leur prix. Mais donc là, ça nous a donné plus de souplesse. Dans certains cas, on s'est dit, OK, on va mettre des limites pour pas que ça augmente plus de X% ou de choses comme ça. On avait de la marge de manœuvre. On l'a déplacé. Au lieu de le faire avant la saison, on l'a fait après la saison. Ce qui était la plus grosse saison qu'on n'a jamais vue en France en 2022. Et donc, pour le coup, ça nous a amené plus de souplesse. Et même si on aurait pu énormément améliorer notre communication, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire mieux, c'est certain. En soi, c'était une étape qui était quand même nécessaire et qui nous a coûté très cher. Oui. Autant en réputation, en confiance. Donc là, on va toucher dans des points sensibles, mais qui sont certainement dans les points les plus durs à titre personnel. C'est des gens qui sont clients, certes, mais qui sont amis. Et où tu ressens que tu les as trahis, en fait. Et c'est... Ça te bouleverse encore fortement. Ah ouais, c'est encore dur, celui-là. Celui-là, il y a encore à travailler là-dessus. Tu penses à quelqu'un en particulier ou c'est... Il y en a plusieurs, il y en a plein. Après, il y en a avec qui j'ai plus travaillé, j'ai plus discuté que d'autres, en fait. Mais là, en tête, je pense à Grégory, par exemple, de Imogroom. Et c'était quelqu'un avec qui j'étais proche. On a fait plein d'améliorations de produits ensemble. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, beaucoup de discussions sur plein de sujets. Tu vois, passer des soirées jusqu'à minuit, 2h du mat à parler de tout et de rien. Et surtout beaucoup de tout. et tu vois comment c'est perçu. Enfin, tu vois, c'est vraiment pris comme... et je le comprends. En soi, je le comprends tout à fait. Mais c'est là où c'est hyper dur, parce que pour nous, l'une des promesses du départ, c'était qu'on ne ferait jamais ça. Oui. Et à titre personnel, c'était cette promesse-là. Et dans certains cas, on l'avait dit. Et tu te retrouves, 13 ans plus tard dans l'aventure, à faire ce que tu dis que tu ne ferais jamais. Comment tu gardes la tête froide dans cette situation-là ? Parce que tu sais que c'est une question de survie de l'entreprise. C'est-à-dire que... Ouais, c'est littéralement ça. Tu dis, t'as pas le choix, quoi. Et en soi, tu te dis, je veux dire, en parallèle, t'as des clients qui te disent, vous êtes pas cher, quoi. Ouais. T'as d'autres clients qui te disent, mais en fait, c'est top, vous êtes comme Ryanair. Merci, quoi. Le compliment qui n'en est pas un. On est le leader à l'époque, en 2021, nommé le meilleur partenaire au monde de Airbnb, Booking.com, Expedia, de toute l'industrie de l'hospitality, donc vacation rental et hôtel confondus. 2022, on te compare avec Ryanair, quoi. Donc tu te retrouves avec la meilleure technologie du marché, les meilleurs services, mais à la fois un prix mais dérisoirement bas. Putain, ça pique. Donc tu dis, il y a aussi un gros problème de perception. Et donc, à titre personnel, j'avais des gros challenges pendant très longtemps à facturer sur de la technologie. Jusqu'à peu, j'ai jamais gagné ma vie avec la tech. Ouais. Très peu, en fait. Très, très peu.
mes investissements, les endroits qui marchent bien, où il y a des gros revenus, sont pas sur la technologie en fait. N'étaient pas sur la technologie. Ça change, mais n'étaient pas sur la technologie. Et c'est fascinant. Enfin, il y a des trucs comme ça. Quand on va creuser dans l'inconscient, on découvre des choses fascinantes. Ouais. Mais donc, il y avait besoin de casser ça parce que la perception est tellement importante. Je veux dire, j'ai découvert des trucs, mais c'est fou. Si ton produit est trop peu cher que ce que tes gens pensent, que ce que tes clients perçoivent, ils vont avoir besoin de trouver des problèmes pour justifier pourquoi c'est si peu cher. Ok. Mais c'est dingue. Donc tu te retrouves potentiellement avec beaucoup plus de support client juste parce que les gens ont besoin de trouver une explication à pourquoi c'est si peu cher. Ils ont besoin de donner du sens à la perception discante, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, fascinant. Et ce qui est fascinant, c'est que ça marche à l'inverse. Pour le coup, on n'est pas encore dans ce modèle-là, mais je pense qu'il y en a qui jouent mieux à ça que nous. Qui facturent beaucoup plus que nous, dans certains cas, et qui jouent sur ce côté de c'est plus cher, donc ça va être mieux. Oui. C'est vrai qu'en tarification, on dit que le prix, en fait, va positionner le niveau de gamme, quoi qu'il arrive, quel que soit Voilà. le... Ok. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de patron de tequila qui est assez fascinante là-dessus, où ils ont racheté une marque de tequila à l'époque pourrie, dégueulasse, racheté ça une bouchée de pain à une société qui fait faillite, mis cette tequila, donc là c'est extrême, mais c'est une histoire vraie, Oui. mis cette tequila dans une bouteille de parfum fait à Paris, vraiment classe, mis ça à un prix premium plus cher que tout, et dit ça c'est la tequila de luxe. Et redéfinit qu'est-ce que c'est que la tequila luxe. Ouais. Putain, ça c'est encore autre chose. Ça, je ne sais pas faire encore. C'est pas quelque chose que je connais. Mais je suis fasciné malgré tout. Ça me fascine. J'explore. Je regarde. Mais bon, dans notre augmentation de prix, c'est déjà essayer de retrouver de la cohérence avec ça, faire qu'on n'a pas le choix. Mais pour revenir à ce coup finalement éthique, Ouais. où là tu dis, mais en fait, si on fait faillite, on n'aide pas nos clients, quoi. Oui. En soi. Donc là, le risque, c'est quoi ? Un, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Mais mon métier, c'est de faire tout ce que je peux pour eux. C'est pas qu'ils m'aiment. Donc là, pour l'ego, là, c'est dur. Et c'est ce qu'on voit, hein, là, tout à l'heure. Hein, tu te dis, bah ouais, je suis prêt à sacrifier mon amitié avec nos clients pour pouvoir leur apporter ce que je peux vraiment faire de mieux pour eux. Ouais. C'est ça que ça veut dire. En soi, c'est ça la décision à prendre. C'est qu'est-ce qui est vraiment mieux pour eux. Et c'est d'accepter de perdre leur amitié si c'est ce qui doit se passer, quoi. Ouais. Et ouais, ça c'est dans les décisions les plus dures. Ouais. Ça fait partie des moments difficiles de l'entrepreneuriat. On en parlait. On en parlait que de l'extérieur, les choses peuvent sembler... Et là, c'est vraiment ça. C'est une illustration de la réelle dichotomie entre la perception extérieure, qui peut être aussi la perception des clients, de se dire c'est facile de décider d'augmenter son prix et ça. Ouais. Et là, tu nous racontes les coulisses, en fait, et aussi ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur, et la difficulté émotionnelle aussi qu'on peut avoir face à tout ça. Oui, puis là, je parle de ma perception. Mais quand tu rajoutes tout ce qui se passe dans la tête de nos équipes, nos cofondateurs, les équipes qui se font insulter, mais les équipes d'account management et de support, mais qui se font insulter, mais comme pas possible. Ouais. Et en soi, je comprends. Hein. Je comprends cette réaction. Parce que c'est très, très dur à entendre en tant que client. Ouais. Mais je veux dire, un grand, grand merci et bravo à nos équipes pour arriver à supporter des choses comme ça, pour arriver à garder la tête froide, à rester, je veux dire, humble et avec de la compassion dans des situations comme ça. Parce que, Ouais. et pour moi, Florence Stenström, mais c'est vraiment un exemple sur ces sujets-là. Il est impressionnant sur ça. Bon. J'ai une dernière question à te poser, que j'aime beaucoup et que j'ai reprise des interviews de Pauline Léniaud. Cette question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans notre domaine, en location saisonnière, ou si tu veux sortir de la location saisonnière, c'est aussi possible. Est-ce qu'il y a un aspect sur lequel tu as une idée à contre-courant de ce que tout le monde pense ou de ce que tout le monde prend pour acquis ?
Ouais. Là, il y a au moins un sujet dans la location saisonnière. Et c'est de se dire que le channel management, en fait, ça marche. Qu'il n'y a pas de problème. La réalité, c'est pas ça, en fait. Je veux dire, tu peux écouter toutes les plaquettes marketing de qui tu veux. C'est peut-être ce qui va être dit. Meilleur partenariat au monde. On sait ce que c'est. Je veux dire, ça fait 7 ans qu'on est preferred partner, enfin, premier partner avec Booking, qui est le plus haut statut de partenariat avec Booking. Ça fait 7 ans d'affilée qu'on a ça. Je fais partie du board Connectivity, comme tu as dit, depuis sa création en 2019. J'étais techniquement le président de ce board aussi pendant les premières années. Là, réélu pendant 4 ans, enfin pendant 2 ans, pardon. Et au final, la réalité, c'est loin d'être ça. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes tout le temps. Et les clients que nos clients voient, c'est que la surface de la réalité que nos équipes enlèvent, résolvent, avant que nos clients voient le reste, en fait. Mais je veux dire, c'est des équipes au quotidien qui passent leur temps à essayer de réparer des trucs qui sont tout le temps en mouvement. Je veux dire, les équipes de Booking et Airbnb et Vrbo, Expedia, Retail, et ainsi de suite, changent leur plateforme en continu. Il y a des trucs qui cassent tous les jours. Et c'est normal. C'est de l'amélioration continue dans tous les sens. Mais je veux dire, tu as un moment, tu as Airbnb qui dit « Ok, dans 3 mois, il faut que vous ayez tout refait. Quoi. Vous changez toute votre API. Tu refais depuis zéro. » Et là, ah bah non, bah désolé, en fait, cette API, on la sort, ça marche plus. Donc là, un truc, tu peux plus le faire. Donc, il faut trouver une autre solution. Donc là, tu te dis « Ok, bon, bah ça, on n'y a plus accès. Donc, comment on va faire pour réussir à réparer ce truc-là » Mais c'est tout le temps, quoi. Tout le temps. Donc, se dire que, ah ouais, en fait, ah non, il y a des problèmes, ça doit être mieux ailleurs. Bah, en fait, la réalité, c'est, enfin, je veux dire, faut en parler avec les gens dans leur quotidien, peut-être sans filtre. Quelle est la réalité ? C'est que c'est un métier qui est, je trouve, très ingrat, très difficile pour nos équipes, et ça va être pareil dans le pricing, ça va être pareil dans plein de choses. L'interconnectivité de tous ces systèmes, elle est quand même fragile en soi. Et il y a des choses qui sont plus stables que d'autres. Mais c'est vrai que ces canaux-là, ils bougent tout le temps très vite et ils n'ont pas de mal à dire ça dégage. Dans X temps, tu ne peux plus t'en servir. Je change tout. On a pété cette logique-là, on a pété cette règle de prix, on a cassé ça, on a changé ça, il faut tout rechanger, il faut tout refaire. C'est constant, quoi. Eh ben, c'est vraiment à contre-courant. Merci Sébastien. Écoute, merci infiniment pour ces échanges qui étaient extrêmement riches et merci à toi pour tout ça. Eh ben, merci beaucoup, Élise. Et merci à ceux qui nous écoutent pour leur temps, parce que merci. Parce que voilà, je comprends que votre temps est très précieux, donc merci beaucoup.